Es-tu prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast Les électrons libres en compagnie de Vanessa comme toujours. Bon matin. Salut Marie. Bon matin. Ben oui, ça va super bien. Nous sommes toujours dans notre blitz d'enregistrement de Noël. C'est le dernier. Ça marchera plus quand les gens vont nous écouter, là, mais pour nous, c'est la dernière journée de notre blitz. Et aujourd'hui, on reçoit notre invitée, Chloé Kérékéli. Bonjour. Allô. Allô. Alors, Chloé, en fait, aujourd'hui, on va parler de Ennéagramme. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, comme quoi que je suivais une formation de coaching Ennéagramme. Et là, enfin, vous voyez ma maître, ma gourou, Ah non, par pitié. Ma formatrice, en fait, c'est grâce à elle si j'ai découvert ça. En fait, je suis arrivée par un heureux hasard dans une classe en base. J'ai pleuré toute la fin de semaine. Et moi, je n'ai entendu parler. Oui. Tu sais, comme Vanessa me demandait, puis est-ce que tu aimes ça, l'ennéagramme? Je fais juste pleurer, je sais pas, je comprends plus, je sais plus qui je suis. Mais bref, tout ça pour dire que je suis toujours en processus et que ça a littéralement changé ma vie. Fait que moi, c'est pour ça que je voulais qu'on aille sur l'épisode d'aujourd'hui. Alors, Chloé, d'abord et avant tout, qui est Chloé Kérékéli? Waouh! Ah, la petite question. Oui. Tu veux quoi? Tu veux les données sociodémographiques ou On commence d'où, là? Mais en fait, qu'est-ce qui t'a amené à... Parce qu'en fait, l'ennéagramme, les personnes autour de moi commencent à connaître ça parce que j'en parle, puis je pense que c'est vraiment, à la base, c'est transmission orale. En fait, c'est la transmission orale. Nous, on transmet tout ça, mais comment toi... Si on fait un peu de développement personnel, t'en as peut-être déjà entendu parler, dépendamment de qui tu suis et tout, mais le commun des mortels ont aucune idée c'est quoi un ennéagramme, là. Fait que... Toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que tu es? Puis ensuite, on embarquera peut-être dans l'ennéagramme. OK. Alors, comme individu, alors moi, je suis née à Paris, en France. Vu mon accent, je ne suis pas née à Chicoutimi, même si j'aurais bien aimé, mais voilà. Donc, j'ai grandi dans un foyer binational. Mon père adoptif est argentin, franco-argentin, et ma mère est française. Et puis, pourquoi je disais ça? Je sais pas, comme ça, pour expliquer mon accent, je crois. Donc, je suis trilingue aussi. C'est vrai que ça, c'est peut-être un des points qui me différencie dans mon milieu. Et puis, j'ai mis les pieds à Montréal le jour de mes 20 ans. 20 ans, c'est ça. Le jour de mes 20 ans, j'ai atterri à Montréal pour la première fois. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à la maison. Paris, c'est très beau, hein, j'ai rien contre Paris, mais je me sentais pas chez moi. Et voilà, donc Montréal, c'est mon port d'attache, ma maison, ma base. J'ai habité dans d'autres pays entre-temps, j'ai fait plein d'autres choses. Mais en cumulé, je pense que ça doit faire 12 ou 13 ans que je suis ici. Puis là, en particulier, depuis 2014, je suis installée. Je vais même demander la citoyenneté dans quelques jours. Parce que tu es venue une première fois y faire les études. Oui, c'est ça. Je suis venue une première fois. Je suis venue une toute première fois pour prendre des cours d'été d'anglais, mais c'était vraiment une excuse pour chiller, voilà, ici. Au lieu de rester un mois, je crois que je suis restée 3 ou 4. Enfin bon, voilà. Et je suis rentrée en France. J'ai fini vite fait une licence en 2 ans, l'équivalent d'un bac, pour pouvoir vite revenir ici à la maîtrise. Donc, je suis revenue ici en 2002 pour faire la maîtrise à l'Université de Montréal en communication organisationnelle. Voilà, c'est toute une histoire dont on pourra parler un peu plus tard. La maîtrise, je l'ai réellement terminée en 2016. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, c'est ça, je me suis installée ici, mais je suis repartie en 2007. Je suis repartie 2 ans en France, 3 ans aux Émirats Arabes Unis, de nouveau 2 ans en France. Et quand je suis revenue des Émirats Arabes Unis, j'ai eu une petite crise pseudo-existentielle, là. En gros, j'avais pas envie de me lever le matin pour aller travailler. Je me suis dit que 30 ans ou 40 ans de plus comme ça allait être long. Et donc, comme beaucoup de gens, voilà, je me suis reconvertie, c'est ça le vrai terme, voilà. Mais je me suis reconvertie, on verra plus tard, c'est très, très en lien avec mon profil Ennéagramme, mais à l'arrache. C'est-à-dire, pas de plan. Célibataire, pas d'enfant. Tiens, et si je devenais entrepreneur? Ok.
Et c'est là que j'ai découvert, en fait, par le plus grand des hasards, hein, la vie est faite de jolis hasards, le coaching. J'avais toujours eu le goût d'accompagner des êtres humains. Moi, j'ai été en thérapie, j'ai commencé assez jeune et c'était quelque chose qui m'intéressait, mais je me voyais pas psychothérapeute. Je sais pas, il y avait quelque chose, j'avais l'impression que j'allais faire du 9 à 5. C'est pas vrai du tout, hein, mais à cette époque-là, j'avais l'impression que j'allais faire du 9 à 5, 1 heure par personne. Bref, le coaching, tout d'un coup, est venu illuminer quelque chose de l'ordre de le coaching, c'est quoi? C'est redonner son pouvoir, autoriser l'autre à garder son pouvoir pour lui, avoir du pouvoir sur sa vie. Je me suis dit, c'est génial. Voilà, donc je me suis lancée dans le coaching. C'est comme ça que ça a commencé en 2011. Et en fait, par le plus grand des hasards, l'école dans laquelle j'étais avait fait une erreur sur des dates. Donc je sais pas, c'est comme si Marie-Pierre, je te disais que je sais pas, le 11-12 janvier, on a une formation et en fait c'était le 12-13. Sauf qu'à cette époque, c'était pas sur Zoom, c'était en personne. Donc il y avait des gens qui venaient de partout en France. Enfin bon, ça a été un joyeux petit bordel qu'on a pris comme on pouvait. Et donc pour s'excuser, ils nous ont offert un module supplémentaire, enfin comme une espèce d'option complémentaire du catalogue. Et moi, j'avais déjà tout fait, ou presque. Ouais, ça fait partie aussi de voilà, mon type énéagramme. C'est correct, moi je suis comme ça aussi. Ouais, c'est vrai. Et il restait un truc. Énéa, je sais pas quoi. J'ai même pas lu ce que c'était. C'était gratuit, c'était cadeau, super. Et là, un peu comme toi, Marie-Pierre, j'ai pas pleuré toute la fin de semaine, mais je me suis pris une grosse claque à un niveau un peu sans précédent. J'avais déjà été en thérapie, j'avais déjà enlevé des pelures d'oignons, de choses, mais là, il y avait quelque chose, je sais pas, il y avait quelque chose de plus. Et donc là, je me suis complètement passionnée pour ça. Et donc, j'ai commencé la formation complète au Centre d'études de l'énéagramme à Paris, qui est donc dans l'approche de la tradition orale, comme tu disais tout à l'heure. On pourra expliquer plus tard. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'énéagramme. Et puis, donc, je suis devenue coach aussi. J'ai commencé à faire du coaching. J'étais un peu consultante en communication, réseaux sociaux, parce que c'était un peu mon background professionnel, marketing, com, développement de marché à l'international. Et petit à petit, je suis devenue coach d'entrepreneur d'abord. Ça m'intéressait bien, ça. J'ai un peu, le terme coach de vie me paraît un peu bizarre, en fait. Mais bon, bref, un peu ça, un peu. Et puis l'énéagramme, j'ai fait ma formation de 2 ans, celle que tu es en train de faire, en fait, Marie-Pierre. J'ai gradué, en fait, j'ai gradué après que j'ai redéménagé à Montréal. Donc, 2014. Et quand je suis arrivée ici, mon prof, mentor, ami, Eric Salmon, me dit, pourquoi tu n'ouvres pas une école? Et puis, un peu à l'arrache aussi, j'ai dit, et pourquoi pas? Voilà. Et voilà, donc décembre 2014, j'ai donné ma première formation Énéagramme à Montréal et depuis, c'est devenu une entreprise de formation et coaching spécialisée Énéagramme. On a aussi un petit volet adulte à haut potentiel, mais c'est principalement l'Énéagramme. C'est fou parce que c'est comme ça que je suis atterrie, en fait, sur le site de Dixit International, qui est le site de l'école. Je cherchais de l'information sur les hauts potentiels, puis parce qu'on m'avait dit, puis, tu sais, en fait, faut comprendre un peu les hauts potentiels, ils sont toujours dans le doute. Fait que moi, je doutais du diagnostic en tant que tel qu'on essayait de me donner. Donc, je fais des recherches et tout, je tombe sur le site et là, je vois Énéagramme, je me mets à lire, tout ça. J'ai comme fait, pourquoi pas? Quelque chose pour apprendre à me connaître. Allons-y, une formation de plus. c'est tout le temps ça aussi. Fait que c'est là que je suis arrivée, puis que de la façon que je suis partie, parce que, tu sais, je voulais pas faire peur non plus aux gens. Mettons, si quelqu'un voudrait comme faire un cours de base pour apprendre à se connaître, c'est pas tout le monde. J'étais la seule à pleurer, là, mais ça fait partie de mon type. Ça aussi, on va pouvoir en parler. Mais c'est qu'il y avait comme cette espèce de comme, oh my God, tu sais, c'est comme un univers de possibilités qui venait de s'ouvrir en disant hey, je suis comme ça, je n'étais pas folle, puis il y en a d'autres comme moi. C'est vraiment ça, en fait, que ça, comme processus de week-end, faire comme, là, maintenant, je peux mettre des mots sur ce que j'ai toujours ressenti toute ma vie, puis que j'essayais d'expliquer, puis que j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Fait que c'est ça qui est comme un peu... mais c'est fou aussi de vouloir... tu sais, je trouve ça beau aussi qu'il y a quelqu'un qui t'a proposé d'ouvrir une école, parce qu'on s'entend qu'ouvrir une école, c'est pas comme de dire je vais... OK, je me pars... Tu sais, je dis oui, je me pars en business, mais comme la motivation au-delà de OK, on le fait,
Ça, c'est comme, il y a un nouveau projet, mais qu'est-ce que ça t'a apporté d'ouvrir l'école? Est-ce que tu as eu des contraintes? Comment s'est passé le processus? Oui, Tu ne veux pas ouvrir une école, tu sais, c'est... surtout avec l'énéagramme, à quoi? C'est quoi ton truc? C'est Ouais. bizarre. T'as un diagramme, c'est quoi? C'est du satanisme? Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est une étoile hein, à plusieurs branches. C'est un cercle avec un triangle et une hexade. Ouais, ça c'est des origines un peu historiques, géométriques, là, mais ou ce que certains appellent la géométrie sacrée. Moi, je rentre pas là-dedans. À titre personnel, oui, mais je pense pas qu'on ait besoin d'aller là-dedans pour s'en servir, même en entreprise, parce que moi, je donne des formations en entreprise aussi. C'était quoi la question? Il n'y en avait pas. C'était comme genre, vas-y au moment. Mais en fait, Les contraintes avec l'école. Ah oui. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, j'avais tellement envie d'en savoir plus que avant même que Eric me parle d'ouvrir une école, moi, je le faisais vraiment. Je me suis lancée dans le cycle 2 vraiment à titre personnel. C'est parce que j'en voulais plus. Je voulais aller plus loin, tout en continuant à être accompagnée en thérapie aussi. Et donc, en fait, j'avais demandé à Eric s'il m'autorisait à... En fait, j'ai refait le cycle 1, c'est 5 modules en France de 2 jours. Je les ai tous refaits entre 4 et 6 fois. Oui, gourmandise de mon profil Ennéagramme, mais par envie d'en savoir plus, d'être sûr d'avoir toutes les informations absolument. Et je pense que c'est aussi pour ça, c'était une grande marque de confiance de sa part. Il m'a pas juste dit ça, n'importe qui peut ouvrir une école du jour au lendemain. Je pense qu'il avait vu que j'avais passé du temps en fait pour approfondir. C'est les défis de n'importe quelle ouverture d'entreprise. Je veux dire, surtout dans un truc un peu. Je considère pas l'énéagramme une niche. C'est pas la définition d'une niche vraiment là, le terme technique pur. Mais c'est quelque chose, en tout cas, que le marché ne connaît pas. Donc, c'est le défi d'ouvrir une entreprise quand, en plus, en tant qu'immigrant, tu connais personne. Je veux dire, t'as pas de réseau, t'as pas vraiment ni professionnel ni personnel ou très peu. Et en plus de devoir, entre guillemets, alors c'est un terme bizarre, éduquer le marché. Alors, c'est pas dans le sens, vous n'êtes pas éduqué, ça c'est moche là, mais de devoir expliquer c'est quoi. Donc, il y a comme je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple. Je sais pas, vendre des cartes postales. Quelque part, tout le monde sait déjà un peu à quoi ça sert une carte postale. C'est d'autres défis de développement de marché. Donc, le défi principal, c'est la solitude. Sincèrement, c'est ça. Puis je le vis encore aujourd'hui. C'est de la solitude. Et en même temps, à chaque fois que je donne une formation, il y a des fois, je me demande pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi au très global, en fait, mais au quotidien, des fois, je me dis, oh là là. Puis je donne une formation, puis je vois les gens, puis je vois ce qu'ils vivent, puis mon cœur est rempli, puis donc je me dis, allez, on continue encore un peu. Voilà. Mais non, les défis, ça a été ça. Ça a été, moi, j'adore l'ingénierie pédagogique. Ça, c'est mon grand dada dans la vie, c'est créer des contenus, de conférences, d'ateliers. Donc, j'avais le cycle 1, j'ai créé un nouveau module un peu pour le clore parce que, en fait, j'offre ce qui, moi, m'avait un petit peu manqué, qui était un peu, si je me lance pas dans la formation un peu professionnelle, comment je peux l'appliquer au quotidien quand même. Donc ça, je l'ai créé de A à Z. J'ai trouvé ça cool. J'ai continué à suivre des formations aux États-Unis, en anglais, en français, en espagnol. Ça, c'est un de mes avantages, c'est que j'accède aussi à la fois une littérature et des formations dans plusieurs langues. Aux États-Unis, là, en ce moment, c'est la grande vague de popularité de l'énéagramme, ce qui est positif et négatif. Puisque du coup, sur Facebook, n'importe qui a lu un demi-paragraphe et pointe du doigt en disant à tout le monde quel est son profil. Moi, ça me fait un peu grincer des dents. Donc, je pense que j'ai une tendance en ce moment un peu au retrait, là. À continuer à faire mes petites choses dans mon petit coin, puis voilà. Surtout que dans un accompagnement d'énéagramme, la première chose qu'on nous enseigne, c'est de ne pas typer quelqu'un. En fait, c'est de ne pas arriver et dire « Ah, toi, je crois que… » Non, c'est comme à la lumière de ce que j'entends. Je t'invite à toi-même faire ta démarche, à toi-même investiguer. J'ai comme quelques pistes de réflexion, solution, blablabla. Mais jamais, tu sais, comme pointer du doigt. Puis, comme dans n'importe quoi, c'est justement, on voit des choses qui sont comme « Ah oui, vraiment? C'est-tu vraiment ça que… » Ça, c'est une question, en fait, c'est un gros. Il y a plusieurs points de débat appelons ça la communauté Ennéagramme, même si j'aime pas trop le terme, mais
entre les professionnels et les amateurs. Je dis ça, c'est sans jugement, amateurs dans le sens, ah tiens, c'est quoi, je découvre. Et donc, souvent, il y a des très belles questions, justement, là. Et c'est un gros débat, cette histoire de typer ou ne pas typer. Où est la ligne? Comment faire? Il y a des écoles qui se servent de tests. Moi, de mon point de vue, les tests, même les plus bons, ont probablement un taux de validité proche de 60%. C'est pas beaucoup plus. C'est quand même une personne sur 3 ou presque 2 sur 4 qui sont pas bien typés. Et pour moi, le problème principal du test, c'est que c'est aussi une manière de donner son pouvoir personnel au test, plutôt que de faire soi-même le travail qui peut être confrontant, peut être contraignant, peut être compliqué, peut être plein de choses. Donc, ça demande un effort, parfois même une forme de discipline. Donc, le test, c'est un peu comme le test m'a dit que. Et c'est un peu la même chose quand quelqu'un me dit que. Donc, c'est un gros débat. Et en même temps, combien de temps tu laisses une personne si toi, tu sens avec ta formation, ton expertise, j'aime pas le mot expertise, ton expérience, mettons, si tu sens quand même que la personne peut-être, hein, on peut pas savoir pour l'autre, mais voilà, comment, jusqu'à quel point, jusque quand, est-ce que tu laisses une personne pendant 20 ans ou est-ce que tu questionnes un petit peu? Donc, voilà, c'est compliqué de mettre la limite, mais c'est une question d'éthique personnelle, je pense. Donc, moi, je suis très éthique et déontologie, là. J'adore ça aussi. Je suis au conseil d'administration de l'Association internationale d'énéagramme, justement parce que j'étais un peu curieuse aussi Alors, je suis un peu ambivalente avec les entités qui veulent un peu... ce serait quoi le mot? Réglementer. Et en même temps, et le coaching et l'énéagramme sont des métiers qui ne sont pas réglementés par l'État, ni en France, ni aux États-Unis, ni au Québec. On n'a pas d'ordre professionnel. Moi, j'adorerais qu'on en ait un. Non pas parce que j'adore l'administratif et tout ça, mais parce que ça permettrait quand même d'assurer un certain niveau, surtout d'éthique et de comportement professionnel, qui est pour moi la zone de danger la plus grande quand on accompagne une ou plusieurs autres personnes. Donc voilà, moi j'adorerais qu'il y ait un ordre professionnel et l'IEA est c'est pas un ordre professionnel, c'est une association internationale à but non lucratif, mais essaye un peu de positionner cette barre. Il y a un code d'éthique, voilà, je sais pas pourquoi je parle de tout ça, mais ça me passionne. C'est intéressant. C'est justement, c'est un peu, nous, comme les massos ici, on n'a pas d'ordre professionnel. Fait que oui, on a une association qui nous supporte, mais il reste que il va toujours avoir des failles, il va toujours avoir comme des personnes qui ne sont pas nécessairement, même s'ils sont allés chercher un diplôme à un moment donné, il n'aura pas nécessairement cette rigueur de rester informé, de se former aussi au fil du temps, parce que je veux pas, surtout lorsqu'on travaille avec le comportement humain, il reste que il y a des développés à chaque année, puis que c'est pas nécessairement quelque chose figé dans le temps de j'ai appris ça, c'est un concept, puis c'est tout. Tout concept peut être comme discutable, remodelé, réinventé. C'est là que de là l'important, comme je m'imagine, d'avoir un certain cadre. Et en même temps, on s'entend que l'ordre professionnel n'empêche pas non plus des déviances, mais il y a une espèce d'entité auquel peut-être, je sais pas si on peut dire les victimes, mais ça peut être ça quand même. Les victimes peuvent comme faire appel, des comités d'éthique. Donc, il y a une certaine forme de protection pour le consommateur, en fait, ce qui pour moi est super important. C'est pas rien de travailler sur soi. Et pour le commun des mortels, le énéagramme, c'est quoi, selon Chloé? Il y a plusieurs manières. Moi, je le vois comme une carte et presque une grammaire. Où tu l'as dit tout à l'heure, c'était intéressant. On ne s'est pas parlé avant, hein, on n'a pas fait un script, mais tu as dit ça m'a permis de mettre des mots. Donc pour moi, c'est une carte de navigation en soi et de soi à l'autre, vers l'autre aussi. Pour moi, c'est hyper important de jamais faire la rupture entre travailler sur soi en développement personnel, c'est bien, mais ça peut devenir très nombriliste. Il y a beaucoup de critiques, je lis pas mal dans le milieu de la philosophie et je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent, en fait, c'est moi, et la meilleure version de moi-même. Ça, c'est pas suffisant pour moi. Et donc, il y a aussi cheminer vers l'autre. Et donc, c'est une carte, en fait, l'énéagramme, globalement, ça propose qu'on a tous 3 centres d'intelligence, 9 types qui peuvent se décliner en 3 sous-types chacun, donc ça donne 27 profils. Puis si on va plus loin, on peut aller jusqu'à 108. Bon, bref, 27, c'est déjà pas mal.
Et c'est l'idée est la suivante, c'est que sans s'en rendre compte, on a créé une habitude en fait de réaction, une réactivité par rapport à ce qui se passe autour de nous, pour les autres. Et on tourne un peu comme un chien qui sniffe un poteau, là, en faisant le tour. On tourne autour de notre poteau, là, notre axe de personnalité, c'est ce que propose Ennéagramme. Et donc là, il y a un numéro qui est posé là-dessus. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais moi, j'ai pas envie d'être mis dans une case. Ben, en fait, l'énéagramme, quelque part, pour moi, c'est plutôt, ça met en lumière la case dans laquelle on est, déjà enfermé, sans s'en rendre compte. Et donc, forcément, ça donne les outils pour, entre guillemets, s'en libérer et redécouvrir. Ça, c'est des mots qui sont beaucoup utilisés. J'aime bien inventer des mots, mais mettons là un peu son plein potentiel. Mais bon, ça, c'est un peu. Tout le monde parle de ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? On ne sait pas trop, là, mais on pourra en parler, on donnera des exemples, Marie-Pierre, toi et moi, on en a plein, mais voilà. Donc, pourquoi une carte? C'est une carte de navigation. Imaginez vraiment comme si vous étiez un globe-trotter avec votre sac à dos. Donc, le sac à dos, ça pourrait être notre type et notre sous-type, par exemple. Et puis, on a nos expériences de vie. On a aussi ce qui dit, il n'y a pas deux personnes qui sont la même. Hein. Être d'un même profil ne veut pas dire qu'on est des jumeaux identiques, pas du tout, puisque il y a le socio-culturel, il y a le familial, l'éducation, les expériences de vie, les traumatismes. Enfin, je veux dire, on est tous des individus uniques, ça c'est la base. Mais on pourrait s'asseoir en groupe entre gens du même type, puis quelque part, quand on se parle, tu pourras éventuellement, Marie-Pierre, ça c'est l'expérience qu'on vit dans les panels, et là on voit les 5 têtes qui font « Ah ouais ». Donc, et ça fait du bien, comme tu disais, il y a un premier effet, il y a un niveau d'acceptation de soi qui est plus grand, comme si un peu j'avais le droit, tout d'un coup, j'ai le droit d'être moi, ah bah tiens, c'est bizarre ça. Puis aussi, comme tu l'as dit aussi, il y en a d'autres comme moi, et je suis pas complètement fou, je suis pas tarée. En fait, moi, j'aime bien la folie. À part ça, je trouve que c'est bien. Donc, mais je suis pas fou au point d'être déconnectée de la réalité ou de pas pouvoir fonctionner en société. Voilà. Donc une carte et donc mon sac à dos et puis j'ai mon feu de camp là, ma base avec ma petite tente, puis le paysage que je vois habituellement, puis je sais pas la chasse et la pêche que je fais. Je reviens un peu en arrière dans le temps là. Et puis je décide de partir à l'aventure et puis je décide de voilà, donc il y a des chemins, il y a la topométrie du voilà, il y a des frontières. Et donc c'est un peu comme si quand je passe la frontière, les gens de l'autre côté ils parlent une autre langue. Aïe, hein. Alors si quelqu'un a déjà vécu par exemple dans un autre pays ou même été dans un autre pays où c'est pas la même langue notamment, ça fait un peu bizarre quoi. Ah bah oui, on regarde la même réalité supposément, mais on n'en parle pas de la même manière. Donc c'est pour ça que je parle de cartes. J'aime bien cette idée du voyageur, de la frontière. Montrez-moi votre passeport. Vous êtes qui? Vous parlez quelle langue? Il y a quelque chose dans cette. J'aime bien cette métaphore. Et puis la grammaire ou le vocabulaire, c'est ça. Ça permet de mettre des mots. Ça permet de parler de soi autrement, de parler à l'autre autrement et de laisser l'autre se parler. En fait, enfin se parler, nous parler de lui ou d'elle ou d'eux dans ses propres mots et en étant capable de le recevoir. Donc, pour moi, niveau d'acceptation de soi déjà beaucoup plus élevé, qui sait même d'estime et d'amour de soi, super important quand même, un peu la base, mais aussi en rapport avec l'autre, un niveau d'acceptation de l'autre. Donc, pour moi, l'énéagramme, et là, je vais faire mon calinours, là, mais c'est vraiment un outil de paix et amour, dans le sens où quand on se rend compte, nous, d'où on vient et même les luttes intérieures qu'on peut vivre alors qu'on se considère majoritairement tous comme une bonne personne, en général, on se considère plutôt comme une bonne personne, et qu'on découvre que l'autre, en fait, l'autre, c'est aussi une bonne personne. Ah bah tiens, c'est bizarre. Il y a quelque chose de fondamental pour moi il y a très peu de gens, à part peut-être dans des pathologies mentales sévères, qui se lèvent le matin en disant aujourd'hui, je vais tanner tout le monde autour de moi. On se lève tous le matin juste en étant soi-même, en fait, et en disant, voilà, moi je fais du mieux que je peux. Et donc l'énéagramme permet de se dire, mais l'autre, il est aussi en train de faire du mieux qu'il peut, ou qu'elle peut, ou qu'ils peuvent. Et donc, pour moi, il y a un niveau d'empathie automatique, il y a comme un niveau de bienveillance. Ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire que c'est magique et qu'on se comprend. Se comprendre, c'est encore autre chose, mais au moins d'accepter que l'autre, il a un point de vue qui est différent du mien et que c'est OK aussi. Donc, je pense que ça, dans les dynamiques relationnelles, automatiquement, il y a quelque chose qui s'apaise. En plus de pouvoir mettre des mots et de parler autrement de soi. Et je rajouterai un dernier petit point, mais ça, c'est un petit peu presque un petit combat personnel, là, mais moi, je suis depuis toujours, je suis très sensible et intéressée
autour de toutes ces histoires de discrimination. Moi, je sais qu'on parle beaucoup de EDI, là, équité, diversité, inclusion. Moi, je mets ça sous le couvert de discrimination au sens hyper large de la chose. On peut penser à racisme, transphobie, enfin, tout, mais même l'âge, la grossophobie. Enfin, je veux dire, il y a mille et une choses sur lesquelles on discrimine au quotidien. On se discrimine soi-même aussi, d'ailleurs, au passage. Et donc, pour moi, quelque part, il y a quelque chose d'assez sympa dans l'idée que peu importe ta taille, ton nom, ton origine, ta langue, tout ce que tu veux, toutes tes caractéristiques, ça peut avoir l'air bizarre de se dire c'est un numéro, le profil, mais au moins un numéro, on s'entend, un numéro 2, pourquoi on dirait que le 2 est mieux que le 4? Enfin, on s'en fout en fait, c'est des numéros. Et donc il y a quelque chose qui vient mettre, alors je sais pas si c'est au-dessus, mais qui vient mettre le débat de nos différences à un autre niveau, et qui apaise pour moi aussi les discriminations. Bon, c'est un gros sujet là, Mais puis c'est ce que tantôt tu parlais de panel, en fait, qui fait partie du processus de formation, d'assister à des panels. Puis c'est vraiment là qu'on se rend compte littéralement de comme, ce qui est dans le livre de vie. Et c'est fascinant à quel point que le premier panel, tu es dans la classe la première fois, tu fais comme, OK, bon, ben là, tel mot va trigger telle personne. Ben oui, tu sais, mais ça sort textuellement. Puis même, je me vois, tu sais, en fait, c'est ça aussi, c'est le processus commence déjà par le regard vers soi. Fait, en fait, c'est nous devant le miroir, tu sais, puis moi, je m'entends parler. Puis là, des fois, tu sais, puis par rapport à mon titre, des fois, c'est comme, ah oui, hein, tu sais, je suis comme, ah, ça, c'est ça, ça, c'est... Puis il y a ça aussi, même dans le processus de coaching que je suis en train de faire présentement, j'enregistre des vidéos d'accompagnement, en fait, puis le travail est beaucoup plus difficile par rapport à notre stature, notre posture dans l'accompagnement, parce que c'est ça qu'on doit évaluer. Puis, pas que c'est difficile, mais c'est que ça reste que c'est challengeant. Tu sais, en fait, c'est que je ne pensais pas apprendre autant à être, en fait. C'est vraiment ça qui est comme vraiment... Mais en fait, c'est beau. Je vais dire que c'est beau parce que ça fait partie de mon profil. Mais c'est hyper enrichissant d'être devant des personnes et de voir même l'évolution à travers les vidéos. Là, au début, l'espèce d'excitation du bébé labrador, de comme « Oh my God, elle me dit ce que je veux, tu sais, comme ce que j'ai besoin, je suis au bon endroit. » Puis après ça, juste être dans le calme et travailler à l'intérieur d'un cadre qui n'est pas si flexible que ça, pour des raisons académiques et pour vraiment pour que le processus soit vécu pour la personne avec qui on accompagne, mais c'est vraiment comme d'être OK, ben ce que je dois être. En fait, c'est vraiment travailler beaucoup dans le être et dans la présence, puis dans la conscience absolue. C'est... Parce que pour ceux qui sont plus visuels, là, moi, j'ai déjà vu une carte là, avec justement l'espèce d'étoile qu'on parlait plus tôt. Mais pour ceux qui sont plus visuels, c'est des numéros de 1 à 9 pour 9 personnalités. Puis après ça, on a chacun les sous-types. Donc, exemple, quelqu'un qui serait un 4 majoritaire, si on veut, pourrait être là, je vais dire n'importe quoi, mais un 7 en sous-type ou des trucs comme ça. Non, mais attends, je peux essayer. C'est juste parce que, tu sais, moi, je suis très visuelle, puis je m'y connais pas, fait que je me dis, les gens qui sont turbo-visuels et qui n'ont jamais entendu parler de ça, peut-être que c'est encore plus flou. T'as raison, parce que je suis turbo-visuelle, c'est pour ça que je lève les yeux tout le temps. Là, je dois avoir l'air bizarre à la caméra, mais donc je vais essayer de montrer. Je vais ça à mon chum maintenant. Je roule pas des yeux, mon amour, je suis visuelle, puis je regarde en l'air. Oui, voilà! Voilà, ça c'est le... Oups, je sais pas si je le montre bien. Oui. Bon, ça c'est le petit symbole. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, là, vous allez pouvoir le voir. Oui, voilà, désolée pour l'audio. Je vais essayer d'écrire ça le mieux possible. C'est un cercle, il y a un triangle qui relie 3 profils entre eux, puis il y a une hexade qui relie 6 profils entre eux. En tout, ça fait 9 profils. C'est des chiffres de 1 à 9. Il n'y a pas vraiment de début et de fin. Ça commence pas au 1, ça finit pas au 9. En fait, les profils sont liés. C'est un modèle qui est très, en fait, dynamique une fois qu'on s'est assis dans son fauteuil. Alors, la bonne mauvaise nouvelle, c'est que oui, messieurs, mesdames, nous n'avons qu'un seul profil et non, il ne change pas au cours de notre vie. L'invitation de l'énéagramme, peut-être contrairement à d'autres modèles, et pas de ne plus être son numéro et d'être tous les autres. Pas du tout. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et les sous-types, c'est encore autre chose. Les sous-types, on va appeler ça la variante instinctuelle. Là, je rentre dans la terminologie dont on se fout un petit peu, en fait. Mais c'est plus
dans nos instincts, entre guillemets, d'être humain, même vivant, en fait, parce que je pense que les animaux sont assez similaires. Il y a un instinct de survie, très naturel, avoir un abri, manger, dormir, aujourd'hui, les finances, la sécurité, le confort, la paix intérieure, prendre soin de soi. Il y a un sous-type dont le vrai nom, c'est sexuel, c'est l'instinct de reproduction, que plus cordialement en entreprise on appelle tête-à-tête, parce que sexuel, ça fait bondir tout de suite. C'est pas des gens qui ne pensent qu'au sexe, c'est pas du tout ça. C'est on est dans une énergie de l'intensité, oui, à la base sexuelle, mais pas forcément sexuelle dans les faits, de la rencontre avec l'autre. Parle-moi de toi, dis-moi qui tu es. C'est le regard de soi à l'autre, de l'autre à soi. On est vraiment dans une relation de tête à tête. La connexion. Intime, forte. La connexion, je vais le garder pour le troisième. Mais, ou alors, ça serait vraiment une connexion tête à tête. Vraiment dans le contexte. Dans le privé, dans le un à un. Voilà, vraiment. C'est en face à face, ou côte à côte éventuellement, quoique, voilà. Donc, je vais parler du troisième, puis je vais donner quelques petites anecdotes que moi je trouve assez rigolotes, parce que rien que ça aide tellement. Et le troisième, c'est l'instinct grégaire, c'est-à-dire le besoin d'être tous ensemble. Donc l'instinct social. Et donc là, on est dans le monde de la connexion. Mettre les gens en contact, s'intéresser pour les choses de la société, avoir une espèce des antennes, en fait, de tout ce qui se passe, qui est beaucoup plus grand que moi. Et donc, oui, connexion. Et là, plus de difficultés, par exemple, à être seul avec soi-même, ou plus de difficultés à être en tête-à-tête. Donc, c'est vraiment trois. Alors, évidemment, on a les trois en nous. Je veux dire, tout le monde a déjà payer un loyer, manger, peut-être été en relation de couple, et puis ne serait-ce que d'avoir été dans une classe. C'est du social d'être dans une classe. Mais tout le monde n'a pas voulu, par exemple, être délégué de classe. Voilà, ça c'est souvent l'instinct social qui a envie de représenter les autres du mieux qu'ils ou elles peuvent, etc. Donc, mais quelques exemples d'anecdotes. On pourrait parler des 3 centres aussi, parce que un des points que j'aime beaucoup de l'énéagramme, c'est que quelque part, c'est pour ça que je ne me sers pas du terme d'expert. Pour moi, un expert énéagramme, ça n'existe pas. Et c'est ridicule de parler de ça. Ça vient plutôt de l'ego. Que moi, Chloé, j'ai voulu me spécialiser dans l'énéagramme, c'est-à-dire que pas mal, je parle que de ça matin, midi et soir. Ça doit être d'ailleurs un petit peu saoulant pour mon entourage, mais ils ont l'habitude maintenant. Oui, mais on va pouvoir apprendre sur l'énéagramme pendant toute sa vie, voire même 3 ou 4 vies, c'est infini. Mais on peut faire différents zooms dans ce petit, je vais le remontrer là. Hop, attendez, je l'avais rangé déjà. Dans ce petit truc là. Voilà. On peut faire différents zooms. Donc sur les sous-types, je vous donne un exemple. Imaginons qu'on n'est pas en pandémie. Ça va nous faire du bien un petit peu. Je planifie d'aller faire un brunch là dimanche, un déjeuner brunch avec, je sais pas, un ami que j'ai pas vu depuis longtemps dimanche prochain. Voilà. Et mettons que je suis dans le profil plutôt tête à tête, ça veut dire que ça va créer une forme d'excitation, on a une espèce de je vais avoir mon shoot d'adrénaline d'être avec cette personne pendant peut-être 1 heure ou 2, et donc il y a quelque chose de l'anticipation, etc. Puis dimanche arrive et j'entre, je sais pas, à Le Frier, là, au hasard, n'importe quoi. Et puis là, et mon ami est là, mais il y a quelqu'un qui est assis à côté et il me dit hey, j'ai croisé Françoise, et puis je l'ai invitée à venir avec nous. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je veux dire, on s'entend, appelons-le Jean-Luc, il est pas méchant, il est pas contre moi, il s'est pas rendu compte. Mais si Jean-Luc est pas en tête à tête, qu'il est plutôt peut-être en survie, en social, lui, ça l'arrange peut-être même un petit peu de pas être trop en relation intense avec moi, en fait, pendant ce moment. Sauf que la déception qui est sentie à ce moment-là intérieurement, il y a une espèce d'effondrement intérieur. La plupart des gens vont quand même rester, même s'il y en a, j'en ai déjà entendu dire, moi je pars. Très bien, faites votre truc avec vous. Parce que l'idée d'être la 3e roue, là, ou je sais plus c'est quoi l'expression, là, c'est hors de question. Moi, ça fait 1 semaine que je me prépare à être juste dans l'intensité du tête-à-tête avec toi. Donc, vous voyez, c'est un petit geste anodin. J'ai croisé Françoise est gentille. D'ailleurs, et si ça se trouve, Françoise, je l'adore. Moi aussi. C'est pas contre Françoise, et donc, pour ceux qui vont rester, les Chloé comme moi qui vont rester, par exemple, ça va probablement être dans l'attente, ça va être comme politiquement correct de rester, mais dans l'attente, en fait, de vite repartir et trouver un autre shoot de tête à tête ailleurs. Donc, 1001 choses. Partir en vacances.
Alors ça, c'est peut-être un petit peu français. Je ne sais pas si au Québec, c'est beaucoup comme ça. En France, il y a beaucoup c'est du samedi au samedi, les réservations. Donc, c'est samedi midi, tu peux prendre ton chalet à la montagne, puis tu dois partir le samedi suivant à 11h. Et donc là, dans un couple, par exemple, je sais pas, un couple avec des enfants qui veut partir, il peut y avoir le débat de est-ce que on part pour vraiment être là, genre à midi, à la minute près, où on peut avoir le chalet, quitte à se lever à 2h du matin, conduire comme des fous et puis arriver à la bonne heure, ou est-ce qu'on fait une bonne nuit, puis on part plus tard. Enfin, voilà. Et ça, entre les survies, les tête-à-tête et les sociaux, c'est un gros débat. Et pourtant, il y a personne qui a tort ou raison. Donc, voilà, rien qu'avec les sous-types, on peut faire des trucs sympas. Puis avec les 3 centres d'intelligence aussi, le mental, l'émotionnel et le somatique, on parle pas le même langage, non? Dans le choix d'un appartement, pourquoi tu préfères celui-là ou celui-là, il y en a un qui va dire bah je le sens, et puis l'autre peut-être plus en mental qui va dire oui mais c'est quoi tes arguments rationnellement, logiquement, c'est quoi ton explication? Bah moi je le sens, c'est tout, c'est mon instinct qui me le dit. Ah ouais. Donc c'est pour ça que il y a cette idée de mettre des mots et communiquer autrement, de réussir à il y a un peu une grammaire quand même derrière ça. Je me suis un peu enflammée là. Non, c'est ça, puis c'est vraiment le tu sais, par rapport à, tu sais, comme des exemples, on peut les avoir autant en relation de couple, avec nos amis, au travail. Puis c'est pour ça aussi que tu disais que tu donnais La famille. Ben oui, famille, mon Dieu, famille, tu sais. Parce que ça explique beaucoup. Tu sais, surtout famille, c'est comme remonter à quand vous étiez, moi, c'est tout le temps c'est comme Vanessa, 8 ans dans la cour d'école. Tu sais, on revient souvent à comme qu'est-ce qu'on était plus jeune, de comment tu interagissais avec, tu sais, ou de par rapport à ce qu'on a vécu avec nos parents, de dire ah ouais, ok, là, je comprends pourquoi que ma mère agissait ou me disait telle chose de telle façon à tel moment. Tu sais, il y a ça aussi, il y avait en début de parcours, il y avait une image en fait que tu avais que tu avais énoncé, que je trouvais que c'était frappant, c'est vraiment la fameuse statue à l'intérieur. Moi, je reviens souvent avec ça, même avec mes clients en clinique. Oui. Tu sais, c'est comme s'il y a une statue au centre d'un cercle, on est tous assis autour. Puis, en fait, c'est d'être capable de dire, ben moi, je vois des yeux, Vanessa voit des fesses. C'est accepter que moi, je vois des yeux et que ça se peut que Vanessa ne les voit pas, mais comment je peux lui communiquer le fait que je vois des yeux et accueillir le fait qu'elle, c'est pas ça qu'elle voit. Comment on peut retrouver un terrain d'entente pour être capable d'établir cette communication-là bienveillante? Puis, il y avait un autre aussi... tu sais, comme tantôt, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on est né dans un type. En fait, nous avons un type, le but, c'est pas de s'en défaire. Il y avait une autre image aussi qui m'était venue, puis on avait déjà parlé. C'est comme si chaque type avait une couleur. C'est comme les palettes de peinture, les palettes psycho, là, littéralement, c'est ça, on avait parlé de ça en formation. C'est comme si chacune avait une couleur et que plus on se rapproche vers la statue, vers le centre, qui est l'essence, en fait. Plus la couleur pâlit. C'est pour ça qu'éventuellement, quand on fait un travail sur soi-même, qu'on est capable de se regarder, qu'on est capable de regarder les autres aussi, puis d'accepter en fait cette différence-là qui est comme ça et de voir comment on peut communiquer, comment on peut s'entendre, s'écouter, être dans l'empathie totale. Puis c'est ça, c'est qu'on a souvent l'impression de... Tu sais, moi, parce que je connais ton type, mais tu sais, comme le type cru de Chloé est quelqu'un qui pourrait être caricatural et très exalté et tout le kit. Et pourtant, comme quand on te rencontre au début, tu as une posture très posée, tout ça, mais c'est par rapport à ton essence, en fait. Là, tu sais, comme à un moment donné, on travaille sur soi, puis il y a des moments où... Je sais pas si c'est en rapport avec ça, ou c'est plutôt, pour moi, ça fait partie de la formation professionnelle que j'ai reçue, que tu es en train de recevoir, que tu parlais des entretiens, mais donner une formation énéagramme aussi. Comment j'arrive à développer la capacité à parler de tous les profils de manière neutre, bienveillante, juste, en étant capable de mettre de côté mes propres réactions tout à fait normales et humaines à tel ou tel profil en ce moment, parce que, je sais pas, tiens, je viens de sortir avec un mec et ça s'est mal passé et je pense qu'il était peut-être de ce profil machin et donc tous les profils machins sont cons et nuls et ça, faut le mettre à la porte. Donc, je pense que ce que tu sens peut-être dans les formations, et c'est sûr que c'est un beau compliment qu'on peut me faire quand on me dit on voit pas vraiment quel est ton type, mais moi, je le mets pas en lien avec mon travail à moi, propre à moi, de ce cheminement de l'ego à l'essence. Moi, j'ai développé plein d'astuces aussi pour, on en parlera peut-être dans la deuxième partie, mais faut faire super attention quand on est en posture d'accompagnement à son propre ego. Et là, je parle de l'ego, pas celui de l'énéagramme, de l'ego de
de se sentir flatté et au-dessus. Il y a quelque chose de l'ordre. Immédiatement, c'est comme si la colonne se redresse, puis je me sens au-dessus de vous autres. Il y en a pour 350 ans, là, minimum, ou 3500, comme vous voulez. Donc, on se calme le pompon. On fait tous un pas, un petit pas après l'autre, c'est cool. Des fois, on rate une marche. D'ailleurs, en fait, pour moi, il n'y a pas de marche. Je devrais pas dire ça. Bon, on pourra en parler après, mais j'ai une vision du développement personnel assez particulière. Mais bref, je le mettrai plus sur l'acquisition de la posture qui, pour moi, est la posture professionnelle. C'est pour ça que pour moi, c'est quand même une profession. On peut pas s'inventer juste de j'ai lu 3 paragraphes, je les ai appris par cœur et donc je peux te parler des profils. C'est tellement bien plus que ça. C'est tellement pas juste un truc en 2 dimensions d'un paragraphe. Tu parlais des panels. Pour moi, il faut à minimum avoir fait 5 ou 6 panels au moins pour avoir vu une petite centaine de personnes sur chacun des profils qui parlent en leur propre nom. Tu sais, tu disais tout à l'heure dans l'entretien, ah super, elle me dit ce que je veux. Ça, c'est le point de départ. Et je dirais que le point d'arrivée, c'est tiens, super, elle me dit ce qu'elle veut. Tu sais, et c'est pareil en formation. Tout est recevable, tout est entendable, tout est acceptable. Dis-moi comment toi, t'aimes pas les gens qui sont comme ça. Cool, c'est ton point de vue à toi, puis c'est OK. Donc ouais, je le mettrais peut-être pas en lien avec parce que l'essence, moi je suis un être humain comme tout le monde. Est-ce que j'y ai déjà touché du doigt? Même pas sûr. C'est pas grave, mais c'est le développement de l'observateur intérieur. La plus grande invitation de l'énéagramme, et là-dessus je dois faire une parenthèse qui me paraît importante, c'est alors l'énéagramme, la majorité des gens le décrivent comme un outil. Bon, pourquoi pas? Je pense que ça diminue un petit peu la puissance du truc, mais c'est pas grave. Parce que l'énéagramme reste pas au niveau du comportement, au contraire, descend au niveau des motivations inconscientes, donc le pourquoi, pour répondre à quel besoin, peut-être même inconscient, que j'ai sans m'en rendre compte, je fais telle ou telle chose et je réagis de telle ou telle manière et je répète les mêmes patrons toute ma vie. Donc donc tous les outils de développement personnel ne vont pas jusque-là. Mais pour moi, c'est pas pour dire qu'il est supérieur. Des modèles, il y en a 150 000. Et moi, mon invitation pour celles et ceux qui écoutent, c'est trouver celui qui vous plaît, qui vous fait du bien, et l'énéagramme, ça vous parle pas. Fine. Trouvez quelque chose qui à vous fait du bien. Moi, ça m'a mis la plus grande claque de ma vie. Et non pas que je sois sadomaso, mais j'en ai redemandé. Voilà. Donc, oui. Oui, non, c'est ça. C'était juste important de dire que c'est un modèle, appelons ça un modèle de la personnalité. Puis c'est pareil. Moi, j'ai quand même un côté académique assez fort, mais je suis pas assez formée en psychologie. Mais je sais que les tempéraments, les personnalités, les typologies, c'est pas quelque chose qui est académiquement encore complètement acquis. Donc, je sais qu'il y a quelque chose qui est pas académique dans l'énéagramme. J'ai une forme de dilemme intérieur avec ça. Mais j'ai mon amie et mentor américaine Ginger, là, la Pete Bogda, elle dit souvent, posons-nous la question, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Est-ce que c'est utile, oui ou non? Alors, est-ce que c'est vrai, l'énéagramme? Je me suis posée, j'ai passé des insomnies entières à me dire, OK, comment on pourrait académiquement prouver que c'est pas possible de prouver, je pense, mais est-ce que c'est utile? Pour moi, ça l'a été dans ma vie, donc voilà pourquoi je le propose. Mais il y en a pour qui, faut être OK avec le fait qu'il y en a pour qui ça parlera pas. Puis, c'est OK. Merci Chloé pour cette semaine. En fait, j'ai adoré la façon que tu as vulgarisé, comme toujours, le énéagramme. Puis l'invitation, oui, de poursuivre par rapport à ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour savoir qu'est-ce qui se cache sous ce petit électron libre que tu es. Fait que, merci Vanessa. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Salut.